L'affaire qui oppose Samuel Eto'o à Marlène Envoutou a pris une tournure singulière, presque théâtrale, au point d'attirer l'attention du public bien au-delà des frontières camerounaises. Ce qui, à l'origine, pouvait sembler n'être qu'une querelle verbale ou une altercation médiatique entre une ancienne consultante sportive connue pour son franc-parler et un président de fédération dont la personnalité charismatique est mondialement reconnue, s'est transformé en une affaire lourde de symboles, de gestes codés et de perceptions inquiétantes. Au cœur de cette affaire, un message posté par Samuel Eto'o, accompagné d'une photo devant ce qui est supposé être le domicile de Marlène Envoutou, avec une phrase mystérieuse « Je serai cela un jour au réveillé. Foncé ». Ce simple énoncé, mis en contexte avec l'image, a suffi à déclencher une vive polémique. Analyser cette affaire, c'est d'abord la sortir de l'émotion brute. Il ne s'agit pas ici de défendre un camp contre l'autre, mais de disséquer avec lucidité les implications d'un tel acte, les interprétations qu'il suscite, et ce qu'il révèle d'un système de représentation où la puissance publique, l'intimidation et l'image sociale s'entrelacent. On parle ici d'un ancien footballeur devenu une icône nationale, qui incarne à la fois la fierté du sport camerounais et un homme de pouvoir en charge d'une institution, la FECAFO. De l'autre, une femme qui s'est donnée pour mission de critiquer, parfois avec excès ou virulence, l'action et les méthodes de ce même homme. Cette dualité n'est pas anodine. Elle est symptomatique d'un climat où l'opposition de pensée n'est plus traitée par le débat, mais souvent par la démonstration de force ou l'humiliation publique. Le message « Je serai cela un jour au réveillé. Foncé » n'est pas une simple phrase anodine. Dans la forme, il trahit une volonté d'impact. Écrit sans ponctuation, sans espace, ce style rappelle les codes numériques d'un mot de passe, d'un slogan ou d'un signal codé. Cela donne au message une dimension ésotérique. Il n'est pas là pour être compris immédiatement, mais pour être interprété, ressenti. Et c'est là que le malaise commence. Car une phrase équivoque, postée volontairement dans un contexte de tension, devant un lieu identifié comme celui de l'adversaire, se transforme en arme. Elle n'informe pas, elle menace. Le choix de l'image, un homme vêtu d'un manteau rouge, symbole universel du sang, du danger, de la guerre, associé à un chapeau rappelant la mafia sicilienne, ajoute une dimension symbolique à ce qui pourrait être perçu comme une démonstration de pouvoir. Dans le langage des mafias, la mise en scène est capitale. Un silence, un regard, un symbole peuvent signifier davantage qu'un long discours. Le manteau rouge n'est pas ici un simple choix esthétique. Dans l'histoire du crime organisé, certaines couleurs sont codifiées. Le rouge pour l'avertissement, le noir pour l'exécution, le blanc pour le pardon. Eto'o, en s'affichant ainsi devant ce lieu supposé, s'inscrit, consciemment ou non, dans cette grammaire de l'intimidation. Il ne dit pas explicitement « je vais te nuire », mais il laisse entendre « je suis là et je peux venir ». Cette posture, en elle-même, déroge aux normes attendues d'un président de fédération. Ce n'est pas seulement un individu qui poste une photo. C'est une autorité, un représentant d'une institution publique, qui agit avec les codes de l'ombre. Dans une société démocratique, même imparfaite, la parole publique est tenue à un devoir d'exemplarité. Que Samuel Eto'o ait choisi de répondre à ses détracteurs de manière symbolique ou codée est un fait, mais qu'il le fasse en jouant avec les limites de la menace est un problème. La puissance des symboles peut être plus dangereuse que la violence directe. Marlène Envoutou, quelle que soit la virulence de ses critiques passées, est une citoyenne et en cela protégée par des droits fondamentaux. Qu'elle soit critiquée en retour, c'est la loi du débat public. Mais qu'elle soit ciblée dans un geste qui évoque la surveillance, la localisation physique et la promesse d'un retour dramatique, cela outrepasse les limites de l'acceptable. Le message « Je serai là un jour au réveil » est un renversement des codes de la menace. Il n'annonce pas une attaque frontale, mais une intrusion dans l'intime, le moment du réveil. Ce n'est pas l'heure du combat, c'est celle du repos, de la vulnérabilité. Ainsi, le message agit comme un poison lent, il crée l'angoisse, la peur d'un surgissement imprévisible. Il dit à l'autre « Tu peux dormir, mais tu ne dormiras plus tranquille ». Et dans ce geste, c'est tout le pouvoir de la terreur psychologique qui se met en place. Il ne faut pas attendre une agression physique pour parler d'agression. La simple suggestion d'un acte à venir, quand elle s'accompagne d'un geste de repérage physique, d'une mise en scène visuelle et d'un symbole de violence, constitue une forme d'atteinte à l'intégrité psychologique. Cette affaire révèle également un phénomène préoccupant, la personnalisation extrême du pouvoir dans les institutions sportives au Cameroun. Samuel Eto'o n'est pas simplement un président de fédération. Il en est devenu le visage unique, l'incarnation vivante. Et dans cette incarnation, il n'y a plus de barrière entre l'individu et la fonction. Il parle en son nom propre, agit selon ses humeurs, défend son honneur comme un chef de clan, et non comme un garant du dialogue sportif national. Ce glissement est dangereux.
Il transforme la critique d'une institution en attaque personnelle. Et de là, tout devient possible. La disqualification, l'humiliation publique, voire la traque symbolique de ceux qui contestent. Le rôle d'un dirigeant n'est pas de répondre à l'hostilité par la violence symbolique, mais de l'encadrer par le droit, la parole, le contre-discours argumenté. Il faut aussi interroger le contexte médiatique dans lequel cette affaire se développe. Marlène Envoutou n'est pas seulement une critique, elle est une femme, visible, directe, et donc exposée à un double niveau d'hostilité. Dans l'imaginaire patriarcal, une femme qui parle fort, qui accuse, qui interpelle un homme puissant, est immédiatement cataloguée comme une menace, une provocatrice, voire une menteuse. Et c'est cette perception qui alimente souvent l'impunité de ceux qui répondent par la force ou la menace. On se dit, elle l'a bien cherché. Or, cette banalisation de la violence envers les femmes dans le débat public est une réalité préoccupante. Quelle que soit l'intensité des propos d'Envoutou, ils doivent être confrontés à la critique ou à la justice, jamais à l'intimidation ou à l'humiliation. Il y a enfin la question de la responsabilité morale. Samuel Eto'o est une idole pour des millions de jeunes Africains. Son image n'est pas neutre. Ce qu'il dit, ce qu'il montre, ce qu'il incarne, a une résonance. Lorsqu'il se filme devant une maison, vêtu comme un personnage de film noir, et qu'il publie une phrase à connotation vengeresse, il envoie un message implicite à toute une génération. Quand on est attaqué, on se venge. Ce n'est pas ainsi qu'on construit un leadership durable. Le vrai pouvoir, c'est celui qui maîtrise la réponse. Ce n'est pas celui qui répond au feu par le feu, mais celui qui transforme la critique en force tranquille, en parole institutionnelle, en autorité par l'exemple. Ce qui semble d'abord une provocation personnelle dissimule en réalité une crise plus profonde, celle de l'autorité publique perçue comme propriété privée. Quand un individu en poste officiel, tel que le président de la FECAFO, s'autorise à régler ses différends personnels avec un affichage de pouvoir physique et symbolique, il confond deux sphères, celle de l'État, ou de la représentation institutionnelle, et celle de l'ego individuel. Cette confusion est l'un des symptômes les plus évidents de la dérive autoritaire dans certains pays, où l'accès à un poste de responsabilité devient une armure pour régler des comptes personnels. Samuel Eto'o n'est ni le premier ni le seul à illustrer cette dérive, mais il en est une figure frappante, car il cumule une immense popularité avec une responsabilité publique. La popularité donne du poids. La responsabilité exige de la retenue. Lorsque l'une écrase l'autre, le danger est réel. Ce danger est double. D'une part, il installe une culture de la peur, où les critiques légitimes ne s'expriment plus librement de peur d'être surveillées, exposées ou ciblées. D'autre part, il banalise la menace. Or, la banalisation de la menace dans une société entraîne une désensibilisation générale. Les menaces ne choquent plus, elles deviennent normales, acceptées, attendues. Dans ce climat, le débat se meurt. Il ne reste que des monologues de pouvoir et des silences de crainte. Dans l'affaire qui nous occupe, la posture choisie par Eto'o s'apparente à une stratégie de communication agressive. Il s'agit moins de répondre à une attaque que de montrer que l'on n'a peur de rien, que l'on est prêt à tout. Cela rappelle certaines tactiques militaires où, plutôt que d'engager un conflit direct, on choisit d'impressionner l'ennemi, de démontrer ses capacités d'action en frappant symboliquement les esprits. Cette stratégie est risquée pour une figure publique. Elle peut séduire une frange de partisans, mais elle effraie et choque ceux qui croient encore en la dignité des fonctions officielles. Ce qui est particulièrement grave ici, c'est que Samuel Eto'o agit non pas dans le secret ou l'ombre, mais à visage découvert, comme le souligne la narration. Il ne se cache plus. Il assume. Il publie. Il expose. Il revendique. Ce glissement vers l'ostentation de la menace est une étape importante dans toute dynamique de contrôle autoritaire. Le but n'est pas seulement de faire peur à Marlène Envoutou. Le but est aussi de faire comprendre à tous les autres potentiels détracteurs. Voici ce qui vous attend si vous osez me défier publiquement. C'est une logique d'intimidation en chaîne qui vise à asphyxier le débat critique en le rendant coûteux, personnel, dangereux. Ce comportement rappelle par ailleurs certaines pratiques de l'intimidation politique, identifier la personne, la localiser, l'exposer, la stigmatiser, puis faire planer une menace. Cela a pour effet d'isoler la cible, de faire d'elle un cas singulier, et donc d'affaiblir son soutien. Il faut être extrêmement vigilant face à cette technique car elle tue symboliquement avant de tuer réellement. Une menace de mort n'est pas seulement une promesse de passage à l'acte, c'est d'abord une arme pour réduire la parole au silence. Il y a aussi quelque chose de profondément dérangeant dans le fait qu'un personnage aussi emblématique que Samuel Eto'o semble tirer de sa notoriété une forme d'impunité. Ce qu'un citoyen lambda ne pourrait pas se permettre sans risquer des poursuites judiciaires, lui peut le faire publiquement.
Il peut poster des images troublantes, adopter un ton ambigu, se mettre en scène de façon menaçante, sans que cela ne déclenche, du moins immédiatement, des rappels à l'ordre clair, ferme et institutionnel. C'est là le drame de certains pays où les icônes, une fois au sommet, deviennent intouchables. L'impunité nourrit la transgression. La transgression, si elle n'est pas freinée, devient habitude. Et cette habitude finit par définir la norme. On peut aussi analyser cette affaire sous l'angle de la psychologie du pouvoir. Lorsqu'un individu se sent acculé, constamment critiqué, attaqué sur plusieurs fronts, il peut développer une forme d'hyperréactivité émotionnelle. Il n'est plus en mesure de distinguer l'attaque politique de l'attaque personnelle. Il ressent chaque critique comme une trahison, chaque opposition comme une insulte, chaque désaccord comme une déclaration de guerre. Ce syndrome du pouvoir assiégé pousse certains dirigeants à réagir de façon démesurée, à percevoir des complots partout, à répondre par la force symbolique au lieu de la parole apaisante. Le geste de Samuel Eto'o devant la maison de Marlène Envoutou peut être lu comme une manifestation de cette paranoïa du pouvoir. Je sais où tu es. Je peux venir. Je ne me cache plus. Ce n'est pas tant la véracité de la localisation qui importe ici que la volonté de la montrer. La démonstration est plus importante que l'acte. Même si Eto'o n'avait pas réellement l'intention de faire du mal, même s'il n'était resté que quelques secondes devant cette porte, ce qui compte, c'est le message envoyé. Je suis assez puissant pour t'atteindre là où tu penses être en sécurité. Ce type de message agit comme un virus. Il contamine l'espace privé, colonise l'intime, transforme le domicile au lieu de sécurité en théâtre d'insécurité psychologique. Il faut également évoquer le poids des réseaux sociaux dans cette affaire. Sans ces plateformes, le message codé n'aurait pas eu le même impact. Les réseaux sociaux ont amplifié la portée de l'acte, l'ont transformé en événement. Ils ont permis au message de circuler, d'être analysé, décortiqué, partagé, commenté. Ils ont aussi contribué à le rendre viral, donc à le rendre inquiétant. Aujourd'hui, une menace n'a plus besoin d'être prononcée à haute voix. Il suffit d'un emoji, d'une image, d'une mise en scène. La violence est devenue multimodale. Elle se dit sans se dire. Elle s'affiche sans se crier. Elle agit dans les non-dits, dans les silences lourds, dans les références culturelles partagées. Le point levé noir, point levé peau foncé, par exemple, est un symbole ambivalent. Il est historiquement associé à la lutte des Noirs pour l'émancipation, à la résistance, à la dignité. Mais dans certains contextes, il peut être interprété comme un appel à la force brute, au choc, à la confrontation. Tout dépend du ton, du moment, du lieu. Placé dans un message ambigu, ce point devient l'équivalent d'un gantelet jeté au sol. Il appelle à l'interprétation guerrière. Il sonne comme un tocsin. Il dit « Prépare-toi ». Dans une démocratie fonctionnelle, ce genre de mise en scène aurait immédiatement déclenché des enquêtes, des auditions, des rappels à l'ordre. Le silence autour de cette affaire est tout aussi inquiétant que le geste lui-même. Car il montre que la société s'habitue à ce que les puissants menacent sans être inquiétés. Et ce silence n'est jamais neutre. Il est complice. Il dit « Nous voyons, mais nous ne dirons rien ». Or, c'est dans ce genre de silence que la violence prolifère. La banalisation de ces gestes est peut-être le plus grand danger. Lorsque l'on commence à dire « ce n'est qu'une photo », il n'a rien fait de mal, il exprime juste sa colère, on ouvre la voie à une société où la violence symbolique devient la norme. Et dans une telle société, les mots perdent leur poids, la parole publique perd sa valeur, la menace devient une langue officielle. Il est donc impératif, pour l'équilibre social et la stabilité psychologique collective, de ne jamais normaliser ces dérives. Il convient de s'attarder un instant sur la cible de cette mise en scène, Marlène Envoutou. Femme à forte personnalité, connue pour ses interventions médiatiques tranchées, parfois polémiques, elle incarne, malgré elle, un type de voix critique que beaucoup de figures d'autorité aimeraient faire taire. En s'attaquant à elle, même indirectement, Samuel Eto'o ne s'en prend pas simplement à une personne, mais à ce qu'elle représente, l'impertinence, l'insolence du verbe, la désobéissance intellectuelle. Dans de nombreuses sociétés patriarcales, la parole féminine, lorsqu'elle ose être incisive, dérange 2 fois plus. Elle est jugée déplacée, provocatrice, illégitime. Ainsi, la menace n'est pas qu'individuelle. Elle est aussi genrée. Lorsqu'un homme puissant met en scène une posture d'intimidation devant la demeure d'une femme qui le critique, il ne s'agit pas seulement de répondre à une critique, mais de rétablir une hiérarchie symbolique. Tu as parlé fort, maintenant tu vas voir jusqu'où je peux aller. Il y a là un fond de violence sexiste, même s'il n'est pas explicitement revendiqué. Ce fond transparaît dans l'ostentation virile du manteau rouge, dans la posture dramatique, dans le message codé. L'homme veut reprendre le dessus sur celle qui ose le défier. Mais au-delà de la symbolique sexuelle ou de genre,
c'est le statut même de la liberté d'expression qui est interrogé ici. Dans une démocratie en bonne santé, chaque citoyen, homme ou femme, doit pouvoir critiquer un responsable public sans craindre de représailles. La critique, aussi dérangeante soit-elle, fait partie du jeu démocratique. Lorsqu'un responsable commence à répondre à ces critiques par des mises en scène d'intimidation, il sort du cadre républicain. Il glisse vers une conception tribale du pouvoir, où l'autorité n'admet ni contestation ni opposition, et où l'on punit symboliquement, puis éventuellement physiquement, ceux qui osent déranger. Il est nécessaire de rappeler que Marlène Envoutou, dans ses interventions, même si elles peuvent être perçues comme provocatrices, demeure dans l'espace du verbe. Elle ne menace pas physiquement, elle ne localise pas ses cibles, elle ne joue pas avec les codes de la vendetta visuelle. Elle parle. Elle accuse. Elle questionne. En retour, elle reçoit non pas une réponse intellectuelle, mais une menace esthétique. Un geste. Une posture. Une promesse voilée de violence. Il est absolument essentiel de dénoncer cette asymétrie, car elle traduit un effondrement du débat public. Quand la parole ne rencontre plus la parole, mais la menace, c'est que le contrat démocratique est rompu. Et si cette rupture ne provoque ni enquête, ni réaction forte de la part des instances concernées, FECAFO, ministère des Sports, Justice, alors c'est le silence institutionnel qui devient complice. L'inaction est une forme de validation. On envoie ainsi un message indirect mais clair à tous les autres citoyens. Vous pouvez menacer, vous pouvez faire peur, tant que vous êtes assez puissant, vous resterez intouchable. Ce type de signal détruit peu à peu l'idée même de justice. Il serait aussi légitime de poser la question de l'état psychologique et émotionnel de Samuel Eto'o. Car pour qu'un homme aussi exposé, aussi médiatique, aussi adulé dans le passé, choisisse de se mettre en scène dans un tel registre, il faut qu'il y ait une rupture intérieure, une faille dans l'équilibre. Le pouvoir, quand il est mal digéré, peut transformer les blessures narcissiques en obsession. Un ancien héros, en proie au doute, critiqué dans son action, bousculé dans son image, peut céder à des pulsions de revanche. L'exhibition de la force devient alors une béquille pour supporter l'effritement de l'aura. On brandit le pouvoir comme un totem, pour ne pas perdre la face. Ce syndrome est bien connu. De nombreuses figures publiques, une fois confrontées à la critique ou au déclin de popularité, adoptent une posture défensive agressive. Elles surcompensent. Elles construisent une rhétorique de guerre. Elles se rêvent assiégées pour mieux justifier leurs excès. Mais dans ce processus, elles deviennent dangereuses. Pour elles-mêmes d'abord, car elles s'enferment dans une logique paranoïaque. Pour la société ensuite, car elles contaminent le débat public avec leurs angoisses personnelles. Dans le cas d'Eto'o, cette dérive semble d'autant plus inquiétante qu'elle s'inscrit dans une série de comportements récents. Le journaliste Thierry Ngongang, déjà ciblé par des propos menaçants, avait ouvertement exprimé sa crainte. La répétition du motif est révélatrice. On ne peut plus parler d'un geste isolé, d'un moment d'égarement. Il y a une dynamique, une tendance, un mode opératoire. Et ce mode opératoire est celui de l'intimidation publique. Plus le nom du critique est connu, plus la menace est élaborée, théâtralisée, viralement mise en scène. Il s'agit de faire taire par la peur, de dissuader par le choc. Cela pose une question éthique fondamentale. Jusqu'à quand laisserons-nous passer ce genre de comportement sans réelle opposition? Jusqu'à quand accepterons-nous que la notoriété serve de bouclier à l'intimidation? La société a besoin de repères, de limites claires. Si un président de fédération peut menacer à demi-mot ses détracteurs sans être recadré par les autorités compétentes, alors le message envoyé à la jeunesse est destructeur. Il dit « Ne dialoguez pas. Montrez vos muscles. Si vous êtes célèbre, tout vous est permis. » La grandeur d'une société ne se mesure pas à la puissance de ses stars, mais à la capacité de ses institutions à encadrer la puissance. Ce qui manque ici, ce n'est pas tant une condamnation populaire, elle existe en partie sur les réseaux, mais une réaction formelle. Des enquêtes, des auditions, des clarifications officielles, des garde-fous. L'absence de cadre ouvre la porte à toutes les dérives. Il est aussi intéressant de s'interroger sur l'effet de ce type de mise en scène sur la diaspora camerounaise. Car l'acte se passe en France. Il s'adresse à une Camerounaise qui réside à l'étranger. Il est publié sur les réseaux sociaux, accessible partout. Cette internationalisation de l'intimidation n'est pas neutre. Elle montre que le pouvoir local cherche à contrôler aussi l'image qu'il projette à l'extérieur. En menaçant quelqu'un en dehors du territoire national, Samuel Eto'o indique que même en exil, même dans la distance, la critique ne sera pas tolérée. Cela crée un climat délétère pour la diaspora, qui voit le pouvoir tenter d'étendre son emprise au-delà des frontières physiques. En résumé, la scène devant le domicile de Marlène Envoutou n'est pas un simple fait divers. C'est un révélateur. Un miroir tendu à la société camerounaise,
mais aussi au monde francophone. Il révèle la façon dont certains leaders comprennent et exercent le pouvoir. Il montre comment la critique est perçue, non pas comme une opportunité de remise en question, mais comme une insulte personnelle. Il expose la fragilité psychologique de figures publiques trop longtemps adulées. Il questionne la solidité des institutions, incapables de réguler les dérives. Et surtout, il met en lumière un tournant dangereux dans la manière de gérer les conflits. On ne répond plus par l'argument, mais par le spectacle de la menace. Il faut aussi aborder l'impact de cet épisode sur le plan symbolique. Lorsqu'un ancien footballeur devenu président de fédération se met en scène de cette manière, il brouille les repères entre vie publique et vie privée, entre autorité institutionnelle et initiative personnelle. Ce flou est extrêmement problématique. Un dirigeant sportif ou tout autre responsable public ne parle jamais uniquement en son nom lorsqu'il s'exprime dans un cadre visible. Il engage, qu'il le veuille ou non, l'institution qu'il représente. Et lorsqu'il transforme ses comptes officiels ou ses apparitions publiques en outils de vengeance ou de pression, c'est l'image de la FECAFO elle-même qui est ternie. Car la FECAFO n'est pas la propriété de Samuel Eto'o. Elle est une institution censée représenter l'ensemble du football camerounais, avec ses joueurs, ses entraîneurs, ses clubs, ses supporters. Lorsque son président en devient l'élément le plus instable, le plus conflictuel, le plus menaçant, c'est toute la structure qui vacille. Il devient impossible pour cette institution d'incarner une quelconque neutralité, de jouer son rôle de médiateur, de bâtisseur. Elle se transforme en bras armés d'une individualité blessée. Et cela rejaillit sur tous les acteurs du football camerounais, qui se retrouvent malgré eux associés à des comportements agressifs. La situation est d'autant plus grave que Samuel Eto'o continue à jouir d'une popularité significative auprès d'une partie de la population, en particulier chez les jeunes. Beaucoup continuent de le voir comme un modèle de réussite, un symbole d'émancipation sociale, une incarnation de la détermination et de la fierté africaine. Or, lorsqu'un tel symbole se met à adopter des postures de menace, c'est tout un imaginaire collectif qui bascule. Ce ne sont plus seulement les faits et gestes d'un homme qui sont en cause, mais les valeurs qu'il diffuse, les comportements qu'il légitime. Cela pose une question cruciale. Qu'est-ce qu'un modèle aujourd'hui au Cameroun? Et plus largement en Afrique? Est-ce celui qui réussit à tout prix, quitte à écraser les autres, à intimider, à humilier, à user de son pouvoir de manière théâtrale? Ou est-ce celui qui incarne la maîtrise de soi, la responsabilité, la capacité à encaisser les critiques sans sombrer dans la violence symbolique? La société africaine, dans une période de mutation profonde, doit choisir les figures qu'elle érige en héros. Elle ne peut se permettre de glorifier ceux qui transforment leur puissance en menace. En ce sens, la mise en scène de Samuel Eto'o devant la maison de Marlène Envoutou est une occasion de réinterroger notre rapport collectif au leadership. Trop souvent, le pouvoir est perçu comme un privilège personnel, une revanche sociale, un moyen de régler ses comptes. Or, dans une démocratie mature, le pouvoir est un service, une fonction au service du bien commun. Il ne devrait jamais être utilisé pour imposer la peur ou orchestrer des vengeances privées. Celui qui détient le pouvoir doit être le premier à s'imposer des limites. Mais pour que cela soit possible, il faut que les contre-pouvoirs jouent leur rôle. Or, dans le contexte camerounais, ils sont faibles, souvent tétanisés, parfois complices. Les journalistes, les intellectuels, les hommes politiques, les responsables d'associations sportives ou civiques peinent à dire non aux dérives. Par peur, par calcul, par opportunisme. Ainsi, lorsqu'un homme comme Eto'o franchit une ligne rouge, il n'y a personne pour lui rappeler les règles du jeu. Il est livré à lui-même, à son ego, à ses blessures mal soignées, à ses fantasmes de toute puissance. Ce vide de réaction est d'autant plus préoccupant qu'il crée un précédent. Si rien n'est fait, d'autres figures publiques pourraient être tentées de reproduire ce type de comportement. Elles se diront « Eto'o l'a fait, pourquoi pas moi ?» Et peu à peu, le champ public deviendra un espace de menaces, de règlement de comptes, de scènes dignes de films de mafia. La parole critique sera dissuadée non par le débat, mais par la peur de représailles. Ce glissement est dangereux. Il transforme le vivre ensemble en jungle. Il détruit la confiance dans les institutions. Il serait donc pertinent que les organes de régulation, autant en France qu'au Cameroun, se saisissent de cette affaire. Car si Samuel Eto'o s'est effectivement rendu devant le domicile de Marlène Envoutou en France, s'il a posté une photo identifiable, avec un message ambigu mais chargé de violence symbolique, alors il y a matière à enquête. Il ne s'agit pas ici de condamner à la hâte, mais de vérifier les faits, de convoquer les témoins, de replacer l'acte dans un cadre juridique. C'est cela, l'état de droit. Chaque geste a des conséquences, chaque citoyen, aussi célèbre soit-il, doit rendre des comptes. Il serait également souhaitable que Samuel Eto'o lui-même prenne la parole pour clarifier ses intentions.
S'il affirme qu'il ne s'agissait pas d'une menace, mais d'un message mal interprété, il doit l'expliquer clairement, sans équivoque. Il doit dire ce qu'il faisait devant cette maison, pourquoi il a choisi cette mise en scène, ce qu'il voulait réellement transmettre. Car tant que ce flou subsiste, tant que l'ambiguïté plane, la peur reste, la suspicion persiste, et le doute mine la crédibilité de l'homme et de la fonction qu'il incarne. Il ne faut jamais oublier que les réseaux sociaux, en multipliant les canaux de diffusion, ont aussi multiplié les responsabilités. Poster une image, écrire une phrase, faire un geste devant une caméra, n'est jamais anodin. Ces actes ont des impacts, parfois massifs, parfois irréversibles. Les leaders d'opinion, les responsables d'institutions, les stars, les politiques doivent apprendre à maîtriser leur présence numérique. Chaque publication peut être une étincelle. Chaque posture peut nourrir un imaginaire collectif. Et cet imaginaire peut basculer dans le pire si l'on y prend garde. Dans cette affaire, il y a enfin une dimension profondément humaine qu'il serait dommage d'ignorer. Celle d'un homme blessé, peut-être dépassé par la fonction qu'il occupe. Celle d'une femme critique, isolée, attaquée, menacée. Deux êtres humains, pris dans un engrenage de tension, de rancune, de non-dit. Deux trajectoires qui auraient pu se croiser autrement, dans le débat, dans la contradiction féconde, dans le respect des différences. Mais au lieu de cela, le spectacle de la menace. L'ombre au lieu de la lumière. La violence symbolique au lieu du dialogue. Ce constat doit nous pousser à réfléchir collectivement. Voulons-nous vraiment d'un espace public où la force remplace la parole? Où le président d'une fédération peut jouer au gangster? Où les femmes critiques sont traquées comme des cibles? Où le silence des institutions devient complicité tacite? Il est temps de dire non. Il est temps de reconstruire un imaginaire politique fondé sur la responsabilité, la modération, la force intérieure. Il est temps de rappeler que la vraie grandeur ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la capacité à surmonter l'offense sans recourir à la menace.